Dans les quartiers paisibles où le luxe rime avec discrétion, les secrets se cachent souvent derrière les portails dorés et les haies bien taillées. Nathan, 23 ans, menait une vie ordinaire et confortable dans une villa huppée, entouré de parents aimants et d'une routine sans surprise. Jusqu'au jour où une femme magnifique, mystérieuse et célibataire s'installa dans la maison voisine. Elle s'appelait Cassandra. Son regard brûlant, son élégance, et son silence éveillèrent en Nathan une curiosité qui vira rapidement à l'obsession. Mais ce qu'il ignorait, c'est que cette rencontre allait non seulement changer sa vie, mais aussi bouleverser tout le quartier, et révéler des vérités que personne n'aurait jamais imaginées. Le soleil déclinait lentement sur les toits rouges du quartier de Montaigne-Hauteur, une enclave paisible et huppée de la ville où le silence était une règle d'or, et les secrets, bien gardés. Nathan revenait tout juste d'un footing, ses écouteurs enfoncés dans les oreilles, le t-shirt trempé de sueur, quand il remarqua le camion de déménagement garé devant la maison voisine. Une maison vide depuis presque 2 ans, laissée à l'abandon depuis le départ précipité de l'ancien propriétaire, un diplomate mystérieux. Curieux, Nathan ralentit le pas. Un souffle d'élégance émergea alors du portail grand ouvert. Elle descendit lentement les marches en marbre, vêtue d'une robe beige qui épousait chaque courbe de son corps, ses longs cheveux noirs balayant ses épaules avec la grâce d'un film au ralenti. Nathan resta figé. « Tu baves, frérot », souffla Émile, son ami d'enfance, qui surgit en riant derrière lui. « Chut ! Regarde-la », murmura Nathan. « On dirait une actrice de cinéma. » « Ou une émerdeuse de première », répliqua Émile. « Ces femmes-là, c'est du feu sous la glace. » La femme leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Un frisson traversa Nathan. Elle esquissa un mince sourire, à peine perceptible, puis retourna vers ses cartons. Le soir même, autour du dîner familial, le sujet fit irruption. « Tu as vu la nouvelle voisine ?» demanda son père, Monsieur Delma, entrepreneur à la retraite. Une sacrée beauté, mais étrange. Elle a refusé qu'on l'aide à porter ses meubles, ajouta la mère de Nathan, Louise, la voix pincée. Elle a juste dit « Merci, j'ai tout prévu », puis elle a fermé son portail. Nathan baissa les yeux dans son assiette. Elle a peut-être ses raisons, souffla-t-il. Tout le monde n'a pas envie de sympathiser dès le premier jour. Dans ce quartier, ça ne marche pas comme ça, répondit Louise, sèche. Ici, on se connaît, on se respecte, on se parle. Pas de secret. 2 jours plus tard, lors d'un apéro dans le jardin des voisins, les langues se délièrent. Elle vit seule, tu sais, lança Madame Blanchet, 62 ans, experte en potin. Aucune alliance. Aucune famille. Juste un chat noir et un parfum trop fort. J'ai entendu dire qu'elle venait de la capitale. Qu'elle travaillait dans le cinéma, glissa Madame Touré, une voisine élégante d'origine sénégalaise. Moi, je pense qu'elle cache quelque chose, dit d'un ton grave Monsieur Parmentier, ancien militaire. Elle a le regard de ceux qui ont vu la guerre. Ou de ceux qui la préparent, murmura quelqu'un d'autre. Nathan, en retrait, observait. Il ne savait pas ce qu'il ressentait exactement. Une attirance irrépressible, une fascination, mêlée à une tension étrange, presque électrique. Quelques jours plus tard, il la recroisa, en pleine soirée, au bord du trottoir. Elle était en train de sortir les poubelles. Il s'approcha, hésitant. « Bonsoir. »« Bonsoir, » répondit-elle, toujours ce sourire discret. « Je suis Nathan. J'habite juste à côté. »« Je sais. Je vous ai déjà vu. Vous vous installez bien ?»« Je m'installe, oui. Reste à savoir si je suis bienvenue. » Un silence. Elle lui lança un regard appuyé, puis tourna les talons. Nathan resta là, troublé, les poubelles fumantes dans l'air frais du soir. La nouvelle voisine était arrivée. Et rien, plus rien, ne serait jamais comme avant à Montaigne-Hauteur. Les jours passaient, et Nathan n'avait plus qu'un seul centre d'attention, Cassandra. Il faisait semblant de ne pas regarder, mais ses yeux la cherchaient sans cesse. Il tendait l'oreille à chaque bruit de portière, chaque tintement de talons sur le trottoir. Il ne connaissait même pas son âge exact, on disait autour de 35 ans, mais quelque chose en elle le captait, le retenait, comme une force invisible. Et elle le savait. Un jeudi matin, alors qu'il sortait les courses de la voiture familiale, une voix douce le surprit. Besoin d'un coup de main? Il se retourna. Elle était là, en jogging noir et basket, sans maquillage, mais toujours aussi troublante. Cassandra,
Non, ça va, merci. Tu es sûr? J'ai l'habitude de porter des choses lourdes. C'est comme ça qu'on apprend à être indépendante. Il sourit, maladroit. Je suis Nathan, au fait. Enfin, je crois que tu le sais déjà. Je sais. Elle prit un sac malgré lui. Leurs mains se frôlèrent. Un courant passa. Un de ces moments qui vous coupent le souffle sans prévenir. Ils marchèrent côte à côte vers la porte. Silencieux. Lourdement complices. À partir de ce jour, ils commencèrent à se croiser par hasard de plus en plus souvent. Sur le trottoir. À la supérette. À la bibliothèque municipale. Parfois un simple bonjour, parfois une phrase glissée du bout des lèvres. Parfois un regard, chargé de ce qu'on ne dit pas. Mais tout cela n'échappa pas à Émile, le meilleur ami de Nathan. « Tu joues à quoi, là » lui lança-t-il en aparté, un après-midi. « À rien. On discute, c'est tout. » Discuter ? Mec, cette femme pourrait être ta tante. Elle a vécu des choses que tu ne soupçonnes même pas. C'est toi qui juges. Moi, je ressens. Justement. Et c'est ça qui m'inquiète. Et les regards, oh, ils étaient partout. Louise, la mère de Nathan, fronçait les sourcils chaque fois qu'elle voyait son fils traîner près de la haie. Monsieur Parmentier, le vieux militaire, marmonnait des ça sent pas bon cette histoire dès qu'il les apercevait. Même les jeunes du quartier, comme Soraya, une amie d'enfance de Nathan secrètement amoureuse de lui, commençaient à jaser. « Elle va te bouffer vivant », murmurait-elle, les yeux pleins de jalousie. « Elle joue avec toi comme un chat joue avec une souris. » Mais Nathan n'en avait cure. Le cœur, quand il bat, rend sourd. Un soir, alors qu'il rentrait tard d'une soirée chez Émile, Nathan vit une lumière allumée chez Cassandra. Elle était sur sa terrasse, un verre à la main, écoutant un vieux vinyle de jazz. Il s'approcha lentement. « Tu veux monter » lui lança-t-elle, sans se retourner. Il hésita. Le vent était chaud, la nuit silencieuse. Il grimpa les quelques marches. Ils ne dirent presque rien. Elle lui tendit un verre. Il s'assit. Le vin était rouge. Le ciel aussi. Puis, sans prévenir, elle posa sa tête contre son épaule. « Tu ne devrais pas être là, » murmura-t-elle. « Et toi, tu ne devrais pas m'avoir invité. Peut-être qu'on est deux à faire des erreurs. » Leurs visages se tournèrent. Leurs lèvres se frôlèrent. Et ce qui n'était qu'une tension devint un baiser. Long. Silencieux. Interdit. À partir de cette nuit, les choses changèrent. Ils se voyaient en secret, chez elle, tard le soir, quand les lumières s'éteignaient. Des messages codés, des signes à la fenêtre, des rendez-vous au coin du parc désert. Mais dans un quartier où tout se sait, l'amour n'a jamais été bon à cacher. Et pendant qu'ils se perdaient dans cette passion naissante, la ville, elle, commençait à murmurer. Et les murmures, un jour ou l'autre, deviennent des tempêtes. Le climat du quartier Montaigne-Hauteur, habituellement calme et feutré, commençait à changer. Les haies bien taillées ne suffisaient plus à masquer ce que tous avaient désormais remarqué. Nathan passait beaucoup trop de temps chez la mystérieuse voisine. Et ça, ses parents l'avaient vu venir. Un matin, à table, alors que le café fumait encore et que la radio marmonnait les infos, Louise posa brusquement sa tasse. « Nathan, tu étais où hier soir ? » Chez Émile. Menteur. Le silence s'abattit comme un couperet. Monsieur Delma, jusque-là plongé dans son journal, leva les yeux. « On t'a vu sortir du jardin de la voisine. À 23 heures. Vous m'espionnez ?» S'énerva Nathan. « On te surveille, » corrigea son père d'un ton grave. « Et pour ton bien. » Louise serra les poings. « Cette femme, on ne sait rien d'elle. Elle ne parle à personne, elle vit seule, elle attire les rumeurs comme le miel attire les guêpes. Tu crois que c'est un hasard si tout le quartier parle d'elle ?» Nathan se leva, rouge de colère. « Vous ne comprenez rien. Elle est différente. Elle est vraie. Et moi je me sens vivant avec elle. Ce n'est pas votre problème. » Il claqua la porte en sortant. Louise le regarda s'éloigner, les larmes aux yeux. Cette femme va le briser. Les rumeurs s'enflammaient. Madame Blanchet, la commère officielle, rassembla ces informations comme un dossier d'enquête. Elle reçoit des colis sans nom. Toujours des livres. Et parfois des bouteilles de vin trop chères pour une simple prof, si c'est ce qu'elle est vraiment. Elle n'a pas d'amis. Aucune visite,
Sauf ce garçon, souffla monsieur Parmentier, les yeux plissés. Et il y a cette histoire d'hôpital à Paris, ajouta Soraya, qui avait trouvé un vieux article en ligne. Il y avait une certaine Cassandra dans une affaire de disparition d'enfants. Ce n'est peut-être pas elle, mais qui sait? Une réunion improvisée dans le jardin de la famille Touré transforma ces bruits en feux de brousse. Certains proposaient d'écrire une lettre anonyme à la mairie. D'autres suggéraient de parler à la police. Ce quartier a des règles, dit fermement Madame Touré. Des valeurs. Nous devons nous protéger. Et protéger ce jeune homme, ajouta Soraya avec un air presque sincère. Pendant ce temps, Cassandra, elle, restait d'une froide élégance. Les gens murmuraient sur son passage. Certains lui tournaient le dos. D'autres ne la saluaient plus. Mais jamais elle ne réagissait. Elle sortait toujours à la même heure. En silence. Toujours seule. Le regard droit, le pas calme. Un jour, alors qu'elle faisait des courses à la supérette, une femme l'aborda brutalement. « On ne veut pas de vos histoires ici, madame. Trouvez un autre quartier à troubler. » Cassandra la regarda longuement. Son sourire s'éteignit lentement, comme une flamme dans le vent. Elle posa son panier et quitta la boutique. Cette nuit-là, Nathan la retrouva sur sa terrasse, plus silencieuse que d'habitude. « Tu n'as rien dit à cette femme ?» demanda-t-il. « À quoi bon ?» répondit-elle. « Ils ne veulent pas la vérité. Ils veulent protéger leurs illusions. » Nathan s'approcha. Elle le regarda droit dans les yeux. « Tu sais que ça va mal finir, n'est-ce pas ? Je m'en fiche. Je suis prêt. » Elle détourna les yeux. « Tu ne devrais pas l'être. » Le quartier était en ébullition. Les parents, les voisins, même les amis, tous prenaient position. Et pendant que les tensions montaient, personne ne savait encore que le pire restait à venir. Car un secret, bien gardé, était sur le point d'exploser. Les nuits devenaient plus longues, plus lourdes, plus étranges. Nathan sentait qu'il y avait quelque chose que Cassandra ne lui disait pas. Une ombre dans ses silences. Un poids dans son regard. Et cette nuit-là, tout bascula. Il était presque minuit. Nathan venait de recevoir un message de Cassandra. « Ne viens pas ce soir. Je suis fatigué. Reste tranquille. » Mais quelque chose n'allait pas. Il le sentait. Il enjamba la haie, comme il l'avait déjà fait tant de fois, et se glissa jusqu'à l'arrière de la maison. Une faible lumière provenait du bureau. La fenêtre était entr'ouverte. À l'intérieur, Cassandra était au téléphone. Sa voix était grave, nerveuse. « Non, je n'ai pas changé d'avis. Ils ne doivent pas savoir. Pas encore. Surtout pas lui. » Nathan recula, le souffle coupé. Il attendit que la lumière s'éteigne, puis retourna vers l'arrière, et là, il vit la porte du sous-sol entrebâillée. Hésitant, il descendit lentement. Un frisson glacé lui parcourut le dos. Des cartons. Des classeurs. Des dizaines de coupures de journaux soigneusement rangées. Puis un dossier rouge. Son nom, Affaire de Neuve, Archives 2014. Il ouvrit. Et ce qui lui figea son sang. Cassandra Deneuve, accusée de complicité dans la disparition de l'enfant Léo Beraldi, 4 ans, en 2014 à Saint-Roch. Affaire classée faute de preuves. La suspecte principale a quitté Paris. Des photos. Des articles. Un témoignage flou. Et une image, Cassandra, 10 ans plus jeune, menottée. Nathan remonta, le visage blême. Cassandra était dans le salon, comme si elle l'attendait. « Tu es descendu, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Il ne répondit pas. « Tu devais le découvrir tôt ou tard. Alors autant que ce soit maintenant. » Elle s'assit. Son regard n'était plus le même. Fini la séduction. Fini le mystère. Elle était nue, sans masque, prête à tout dire. Ce petit garçon, je ne l'ai pas enlevé. Mais j'étais là. J'étais amoureuse d'un homme malade. J'ai fermé les yeux. Je l'ai couvert. Par lâcheté. Par peur. Et quand la vérité a éclaté, j'ai tout perdu. Mon nom. Mon avenir. Et peut-être mon âme. Nathan s'effondra sur le canapé, les mains dans les cheveux. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Parce que je savais ce que ça ferait. Et parce que, tu étais la première lumière dans ma vie depuis cette nuit-là.
Le lendemain matin, Nathan ne rentra pas chez lui. Il erra dans la ville, dévasté. Chez lui, c'était la panique. Émile, Louise, Monsieur Delma, même Soraya, tous le cherchaient. Quand il revint, il convoqua Émile chez lui. « Je dois te parler. J'ai découvert qui elle est vraiment. » « Tu plaisantes ? » ?»« Quoi ? » ?»« Elle était liée à une disparition. Un enfant. C'était il y a 10 ans. Et toi, t'es encore là, à hésiter. » Cria Émile. « Elle n'a pas fait de mal, Émile. Elle s'est tue. Et ça, c'est pire que tout. Tu vas faire quoi maintenant ? L'aimer en fermant les yeux comme elle l'a fait ? » Nathan ne répondit pas. À la tombée de la nuit, il marcha jusqu'à la maison de Cassandra. Elle l'attendait, une valise à la main. « Tu pars ? » ?»« Oui. Avant que les voisins, ta famille, la police, n'arrivent ici avec leur jugement. » Elle posa la main sur sa joue. « Tu mérites une vie simple, Nathan. Une vie sans poids. Et toi, tu mérites qu'on t'écoute, qu'on te pardonne. » Elle lui sourit tristement. Le pardon, c'est un luxe que certaines erreurs ne peuvent s'offrir. Elle tourna les talons, marcha vers le portail. Nathan resta là, figé, les poings serrés, déchiré entre deux mondes, celui de l'amour et celui de la vérité. Cette nuit-là, Montaigne-Auteur connut un silence étrange. Celui qu'on entend juste avant la tempête. 3 jours après la disparition de Cassandra, le scandale éclata comme une bombe dans le cœur de Montaigne-Auteur. Ce fut Madame Blanchet qui alerta une connaissance journaliste après avoir surpris une conversation entre Émile et Soraya. En moins de 48 heures, un article fit la une d'un site local. Cassandra Deneuve, ancienne suspecte d'une affaire d'enlèvement, refait surface dans un quartier chic sous une nouvelle identité. Les journalistes se ruèrent au portail de la maison vide. Caméras, micros, flash. Le quartier, jusque-là discret et élitiste, devint un champ de rumeurs et d'indignation publique. Monsieur Delma refusa toute interview, mais sa colère explosa dans son salon. « Elle a manipulé notre fils. Cette femme est un danger. Ce quartier est devenu un cirque. » Cria Louise, déboussolée. « Il faut porter plainte. Quelqu'un doit payer », ajouta un voisin en brandissant l'article imprimé. La police vint poser des scellés sur la porte de Cassandra. Une enquête fut rouverte pour réexaminer les faits de 2014. Même Nathan fut convoqué. Face à l'agitation, Nathan fit le choix le plus difficile de sa vie, parler publiquement. Un dimanche matin, il se rendit au centre culturel du quartier, où une réunion exceptionnelle avait été organisée par les habitants pour réagir à la crise. Le silence tomba lorsqu'il monta sur l'estrade. « Je sais que beaucoup me jugent, que vous avez peur. Et je comprends. Mais je vous demande d'écouter une vérité que vous refusez de voir. » Il brandit le dossier rouge qu'il avait trouvé chez Cassandra. Cette femme, oui, elle a fait une erreur. Elle a laissé faire quelque chose d'inacceptable. Mais elle n'a jamais fait de mal. Elle s'est reconstruite. Elle a fui, pas pour cacher, mais pour survivre. Les réactions fusèrent. Elle n'avait rien à faire ici. Et toi, tu es un enfant naïf. Ce quartier n'est pas un refuge pour les criminels. Mais Nathan continua, la voix ferme. Si accueillir quelqu'un qui veut recommencer sa vie est une faute, alors moi aussi, je suis coupable. Émile, debout au fond de la salle, regarda son ami avec un mélange de respect et de peur. Soraya, les bras croisés, baissa les yeux. Louise, en larmes, quitta la salle. Cassandra ne revint jamais à Montaigne-Auteur. Certains dirent l'avoir vue à Lyon. D'autres affirmaient qu'elle avait changé de nom une fois de plus, repartie vers un nouveau départ. Mais son passage avait laissé des cicatrices. Les haies furent taillées plus haut. Les discussions entre voisins devinrent plus prudentes. Les réunions de quartier plus fréquentes. Et surtout, la peur de l'autre s'était installée. Mais Nathan, lui, avait changé. Il quitta la maison familiale quelques mois plus tard. Loua un petit appartement en ville. Et écrivit un livre, La voisine, dans lequel il raconta toute l'histoire. Sans nom, sans accusation. Juste des émotions. Des faits. De l'humanité. Le livre devint un succès modeste. Et Cassandra, quelque part, le lut. Elle ne répondit jamais. Mais un jour, Nathan reçut par la poste une simple lettre, sans signature.
Tu m'as offert ce que je n'avais jamais eu, une voix. Merci. C'est. Le quartier avait perdu sa tranquillité. Mais Nathan, lui, avait trouvé quelque chose de plus profond, une conscience. Et parfois, grandir, c'est apprendre à aimer même ce que les autres refusent de comprendre.